Le social est-il la racine de l'économie? Ça sonne comme une évidence. J'ai envie de poser la question, est-ce que finalement l'humain est-il à la racine de l'économie? Et j'aimerais commencer par vous poser la question de savoir pourquoi on se pose cette question aujourd'hui. Ça me semble tellement évident. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est obligé de se reposer cette question-là? Et quelles sont finalement quelle histoire contemporaine nous amène à ne plus savoir dans quel sens finalement les choses se sont organisées, construites? Roger, allez-y. Je pense qu'aujourd'hui, si on demande qu'est-ce qui gouverne le monde, on dira le capital, le capitalisme, les flux financiers, l'économie. Et je ne le crois pas du tout. Je crois que ce qui véritablement gouverne le monde, mais ça se voit plus difficilement parce que c'est du temps long, donc on ne voit pas les évolutions, c'est le lien social, oui. C'est-à-dire la manière dont les gens organisent leurs rapports. Alors pour illustrer ça un peu concrètement, le marché, par exemple, le marché à la Smith, n'existe que lorsqu'on pense à l'individu. Le Moyen-Âge ne pense pas à l'individu. Le Moyen-Âge pense le chevalier Bayard, les rois, ils ne pensent pas à l'individu. Or, si on veut penser le marché, si on veut penser l'intérêt personnel, puis la démocratie d'ailleurs. Les Lumières, c'était ça. On a parlé de la Renaissance, mais les Lumières, c'est formidable de ce point de vue, parce qu'ils pensent l'individu, et derrière, il y a le marché, derrière, il y a l'économie, derrière, il y a la démocratie, derrière, il y a les droits de l'homme, etc., etc. Et l'hypothèse que je fais, au fond, c'est qu'il y a eu un cheminement de ce lien social et que nous passons à une nouvelle phase du lien social, que moi j'appelle l'associativité, qui est assez différente, et en tout cas différente des deux régimes précédents. Le premier régime, ça a été le communautarisme, d'ailleurs qui a encore quelques relents, comme on le sait. Puis ça a été le contractualisme, n'est-ce pas? Sauf que le contrat ne dit jamais que les gens sont ni libres ni égaux, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, on passe effectivement à un nouveau régime qui est celui de l'associationnisme, qui est très différent. Et pour donner un dernier exemple sur votre question, vous allez me dire, mais alors l'effet de l'associativité sur l'économie, l'effet de l'associativité sur l'économie, c'est Internet. C'est Internet. S'il n'y a pas d'associativité, il n'y a pas d'Internet. Parce qu'on n'a jamais vu une technologie comme ça qui tombe du ciel. D'ailleurs, c'était une technologie cachée, vous savez, c'est une technologie militaire. Donc, c'était plutôt une technologie qui n'était pas du tout faite pour le grand public, au contraire, mais qui voulait rester cachée. Et pourquoi elle flambe en 15 ans, alors que les plus anciens ici se souviennent des modules, c'était cher, ça marchait jamais, etc. Pourquoi ce truc marche? Ce truc marche et révolutionne tout, révolutionne l'économie. Justement, collaboratif, vous êtes KissKissBankBank, vous êtes bien placé pour le savoir. Pourquoi? Mais parce que c'est une métaphore technologique de l'associativité. Pas de haut, pas de bas, pas de gauche, pas de droite, d'une certaine façon. One to one, many to one. Donc on est dans exactement la représentation technologique, matérielle, comme la grande presse l'a été de la société de masse. Hein, et comme les doctes qui recoupaient, les moines copistes recopiaient sans arrêt la Bible, et c'était l'écriture. Donc, faisons, j'arrête là mais faisons un peu de McLuhan, qu'on a un peu oublié. Hein. McLuhan disait, vous savez, sa fameuse formule, The medium is the message. Quelque part, cet Internet nous parle du lien social, et le lien social a produit Internet. Il faut savoir quand même que 80% des technologies qui sont pensées ne marchent pas. 80% des produits ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Donc c'est une minorité de produits qui marchent. Et quand ils marchent, ce qui est intéressant dans Internet, ce n'est pas la technologie en tant que telle, c'est pourquoi ça a marché et qu'est-ce que ça représente comme type nouveau de relations sociales. Comment ça médiatise de manière nouvelle les relations entre les gens. Voilà. Alors, ce qu'il y a de fascinant, c'est donc de se rendre compte qu'Internet a été créé par l'homme, qu'Internet a été créé pour pouvoir communiquer tout d'abord de manière secrète. C'était en effet une innovation militaire, qui est évidemment un lien social extraordinaire. Et on voit finalement qu'en 30 ans, en 40 ans, l'être humain a
continué à avoir la main sur cette innovation qui venait de sa propre main. Et on voit à quel point finalement il a su aussi transformer cet Internet. On est bien loin de l'Internet du lien social, on est bien loin de l'Internet en peer-to-peer. On pourrait même considérer que le peer-to-peer n'existe plus en fait. C'est-à-dire qu'on a été capable d'inventer cette chose extraordinaire et on est tout aussi capable de la détruire au fur et à mesure. Quel est votre rapport à cette destruction finalement de l'humain par rapport à ce qu'il a créé auparavant, Anne? C'est très intéressant parce que c'est vraiment cette question de l'autonomie de la technique et comment petit à petit on a peut-être perdu le contrôle d'une création dont nous étions à l'origine. C'est très intéressant pour moi parce que ça s'inscrit vraiment dans toutes mes recherches qui portent donc sur la collapsologie, qui est donc une science de l'effondrement, à savoir cette idée qu'il va y avoir une destruction de notre biosphère, des chocs environnementaux très forts et un retrait du politique et un effondrement financier. Ce qui m'intéresse dans la collapsologie, c'est vraiment cette idée de voilà, comment on va pouvoir accepter de perdre une partie de nos connaissances, de nos compétences concernant la technologie, la technique, toute notre création humaine, et comment accompagner cet effondrement, comment l'accueillir. Voilà. Mais alors, ce qu'il y a d'assez perturbant finalement, c'est de se rendre compte que l'humain est toujours à la création de notre économie, à la création d'Internet, à la création du monde dans lequel on vit. Et ce qui m'échappe, moi, c'est cette capacité qu'on a finalement tous à détruire à petit feu ce que nous avons créé. Et pourtant, encore plus rapidement, à une époque où on nous a donné la capacité d'être liés les uns aux autres, finalement aussi potentiellement de se donner la main les uns les autres. Qu'est-ce qui se produit chez l'être humain et quelle est cette capacité de destruction ou de potentiellement même de suicide en fait d'une certaine manière? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a de la destruction. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a du paradoxe et de la contradiction. C'est-à-dire que globalement, ce lien social, illustré technologiquement par Internet, arrive dans un vieux monde. Il arrive dans un monde de la verticalité. Il arrive dans un monde de l'institutionnel, dans lequel l'institué prime sur l'instituant, pour parler jargonner un peu. C'est-à-dire dans lequel les structures elles-mêmes sont plus dépendantes que ceux qui les font bouger d'une certaine façon. Je vais vous donner un exemple. On a parlé de l'économie de la connaissance, l'économie immatérielle dans la précédente table ronde, et on a raison. Mais est-ce que l'on voit bien que cette économie de l'immatériel transforme complètement la notion de travail? Et qu'aujourd'hui, le travail, est-ce qu'il est encore dans l'entreprise? La question se pose. Qu'est-ce que travailler veut dire aujourd'hui dans une économie de la connaissance? Qu'est-ce que travailler? Et en réalité, on s'aperçoit que ce qui fait véritablement la compétence, le travail, donc la performance aujourd'hui dans les entreprises, c'est ce que les gens acquièrent en dehors de l'entreprise. L'entreprise devient un lieu d'exploitation, d'application, de réussite, etc. Mais quand Orange, par exemple, puisque Orange est un des bienfaiteurs ici, lance ses plateformes et dit à ses salariés, venez avec vos réseaux, venez discuter, etc. Il y a quelque chose qui dit là, la richesse, la chaîne de la valeur se situe de plus en plus à l'extérieur même de l'entreprise. Et on arrive à ce phénomène incroyable, comme je pourrais prendre la connaissance. La connaissance n'est plus, je suis bien placé pour le savoir, n'est plus dans l'université. La connaissance, elle est faite par Wikipédia. Alors les profs de fac, ils sont là, mais ils étaient à l'aise dans l'universalisme. Wikipédia, ils sont une goutte d'eau par rapport à un océan de savoir. Donc on est passé... et alors le problème, c'est que ces institutions ne permettent pas de réallouer la richesse là où elle se produit. C'est-à-dire qu'au fond, cette multitude qui produit à la fois le savoir, crowdsourcing, toutes ces affaires-là, où on lance ces affaires-là dans le public pour avoir, dans la multitude, comme on dit, pour avoir les réponses. Mais
le retour sur la richesse, d'où d'ailleurs le thème du revenu universel que je ne partage pas pour ma part, mais c'est un autre débat. Mais d'où cette émergence de cette question-là. Parce qu'il faut bien réallouer aujourd'hui dans la chaîne de la valeur ce qui produit de la valeur. Et donc, c'est un problème. Il y a un troisième problème, puisque sur le social, la racine du social, oui, on est en plein social. Au fond, on arrive au terme de cette production qui est que nous arrivons à la production de l'individu lui-même. On a produit l'agriculture, l'industrie, les services, et aujourd'hui, il s'agit de produire véritablement l'individu et son lien social. Ce qui veut dire que les grands ressorts de la croissance aujourd'hui, les grands chantiers de la croissance, c'est l'intelligence, c'est la santé, c'est profondément l'homme qui devient l'objet lui-même de sa propre autoproduction. Le problème, c'est que l'homme, ce n'est pas une savonnette. Et que donc le marché, c'est bien, mais c'est un marché d'application. Il suppose en amont qu'il y ait toute une réflexion qui a été faite par nos philosophes juste avant, qui est toute une réflexion sur qu'est-ce que, effectivement, l'humain peut développer dans son capital, sachant que le moment du faire et de la production sera un moment qui sera de plus en plus secondaire. Mais on voit bien là la contradiction dans laquelle nous sommes, qui est, avec nos outils qui ne représentent l'économie qu'avec le marché et l'État, la fameuse économie mixte, on passe complètement à côté de ce qui, aujourd'hui, est en train de produire la valeur et la nouvelle économie des réseaux, c'est-à-dire la nouvelle économie de la société civile. Quand est-ce qu'on commencera à reconnaître ça avec les associations, les coopératives, etc. Il ne me semble pas que nous en prenions le chemin. Donc au moment où finalement nous sommes le plus à la production, où on devient presque le produit même que nous fabriquons au quotidien, c'est aussi le moment où finalement on redistribue le moins à la valeur première. Et on se rend compte donc que l'économie, qu'Internet est en train de finalement, le monde des entreprises est aussi en train de marcher sur la tête finalement d'à peu près tout le monde. À ce moment-là, quand on allume la radio, et je reviens sur des histoires un peu tristes de ce monde qui avance, on allume la radio et on entend l'extinction subite d'une majorité des oiseaux. Moi, j'ai 34 ans, j'entends ça à la radio, et en fait, je ne peux pas m'empêcher de considérer que, en fait, on vient de m'annoncer que j'étais en train de mourir. C'est comme ça que j'entends cette information. Et donc, j'ai le sentiment, en fait, que, de manière assez négative, on est en train, petit à petit, de mourir à petit feu à travers des extinctions d'espèces, à travers des changements climatiques extrêmement importants. C'est-à-dire qu'au moment où, je trouve, on est le plus fragile, c'est le moment où on a le plus de menaces. Menaces environnementales, menaces sociales. Donc, sous l'angle de la collapsologie, de cette étude du début de notre mort, d'une certaine manière, ce qui est assez triste, mais est-ce que vous pouvez apporter un peu de joie, finalement, à travers cette discipline et à travers l'horreur que je viens de raconter ? Je vais essayer. Oui, la collapsologie, c'est un discours qui est très difficile à entendre et à comprendre, je crois, parce que c'est un discours qui finalement réaffirme la faillibilité de notre système, de notre monde tel que nous le connaissons actuellement, et qui nous rappelle finalement notre vulnérabilité. C'est d'autant plus compliqué que l'on vit dans une époque où la question de la mort dont vous parliez, est constamment passée sous silence, c'est-à-dire qu'on va la cacher dans des abattoirs, ou alors on va la nier à travers, par exemple, une obsession pour la jeunesse, des choses comme ça. Mais la collapsologie, prenant acte de cet effondrement, d'une mort possible, d'une fin possible, va essayer de faire de l'effondrement une occasion de redéfinir le lien social, le lien qui nous unit. Par exemple, dans un contexte d'effondrement, il va y avoir plusieurs types de migrations. Des migrations climatiques et aussi une forme d'exode, non plus rural, mais d'exode urbain, c'est-à-dire que les populations des villes devraient procéder à un retour aux campagnes. C'est très intéressant parce que ça va vraiment poser la question de l'hospitalité et comment renouer avec une forme d'hospitalité qu'on a peut-être un petit peu perdue. En passant par l'hospitalité, comment on va pouvoir redéfinir ce lien social et inventer un monde qui soit autre et un monde qui serait peut-être meilleur. C'est là en tout cas ce qu'espèrent les collapsologues et j'espère en livrer une lecture politique.
peut-être que vous pouvez nous raconter ce que vous faites au quotidien aussi avec votre association Platosphère, parce que finalement, il y a des choses qu'on peut faire dès demain aussi pour recréer ces liens et cette hospitalité. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites avec cette association? En plus, on approche de la fin. Très bien, alors très vite. Platosphère, c'est donc une association étudiante et un espace de formation des étudiants par les étudiants pour essayer de créer des formes artistiques innovantes. Et l'année dernière, nous avons donc fait un spectacle, L'endroit où c'est possible, où nous avons accueilli, où nous avons fait de la place à 7 réfugiés et demandeurs d'asile pour qu'ils puissent parler de leur projet maintenant qu'ils étaient en France, sans être prisonniers de leur seul statut de migrant, statut sur lequel on projette beaucoup de nos fantasmes, que ce soit ou une hostilité ou une forme de victimisation. Félicitations. Je voudrais revenir sur le fait que on est tous extrêmement conscients finalement de tous ces aspects et on se rend compte que ceux qui nous dirigent, ceux qui nous offrent le haut patronage aujourd'hui et plein d'autres, on a la sensation qu'ils sont dans un déni total en fait de cette situation. Et j'aurais presque envie de dire que j'ai le sentiment que l'opinion publique, qu'à peu près tout le monde est dans le déni finalement de cette situation. Et moi, ça m'effraie énormément, en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve chaque année dans ce forum, on entend des choses brillantes, on entend des initiatives exceptionnelles. Et en même temps, quand on sort du forum, quand on sort de ces mondes de la pensée, on se rend compte, d'une certaine manière, qu'on est tous en train de s'endormir et qu'on a un mal fou, en fait, à réagir et à reprendre finalement nos droits. Et à reprendre finalement le pouvoir sur ce qu'on fabrique et sur nous-mêmes, comme vous pouviez le décrire. Oui, mais vous vous rendez compte de la radicalité du changement dans la connaissance, dans le travail, etc. Et ça, c'est vrai que les institutions, à commencer par l'institution des institutions, c'est-à-dire le politique de manière générale, qui a comme pour but essentiel l'entropie et conserver le pouvoir d'une manière ou d'une autre, c'est sûr que ces périodes de mutation sont extrêmement difficiles à gérer. En même temps, je ne serais pas... il ne faut pas être pessimiste, vous avez dit. Non, il ne faut pas l'être, il faut avoir l'optimisme de la volonté. Mais aussi, je dirais que les entreprises prennent quand même conscience, beaucoup de ce qui est le nerf de la guerre et qui n'est pas seulement le capital et la finance. Et moi, je me souviendrai toujours d'une phrase prononcée par quelqu'un qui n'est pas susceptible de gauchisme, qui était le patron, le shadow patron du patronat, Claude Bébéat, et il disait l'entreprise ne se construira pas sur un champ de ruines. Et il avait raison. Et c'est pas pour rien que, par exemple, l'ADMICAL et la manière de dire il faut faire attention, par exemple. Je vais prendre un exemple qui marche très très bien. Voilà, pour être grand discours. Mieux vaut un bon exemple que de grand discours. La question du mécénat de compétences, dans lequel plus de 50% des entreprises, alors c'est plutôt des grandes entreprises, c'est vrai, mais s'y mettent. Au départ, elles se mettaient dans le mécénat. Alors, mécénat de compétences, c'est comment des entreprises mettent à disposition justement des associations, alors, voilà, des experts pour les aider dans toutes les tâches professionnelles, etc. Et ils se sont aperçus d'une chose, c'est que le bénéfice était autant pour l'entreprise. Autrement dit, le bénéfice était gagnant-gagnant, comme on dit aujourd'hui. Et que le retour des salariés dans leur entreprise transformait et boostait totalement leur entreprise. Et il me revient toujours, c'est pour ça que je pense qu'il faut être nuancé, poussé, et voilà, parce qu'il me revient toujours cette phrase de Peter Drucker, voilà, ici, je pense que beaucoup de gens connaissent, qui est un grand Manitou du management américain, qui disait, si vous voulez que votre entreprise marche, il faut la traiter comme un club, il faut la traiter comme une association. On va pas revenir au temps de Charlot où il suffisait de visser un boulon. Non, là, vous demandez aux gens de donner, j'allais dire, de donner leur âme, en quelque sorte, de donner quelque chose de leur personne. Et à partir de ce moment-là, si vous ne les associez pas, eh ben, ils ne donneront pas leur âme. Ils donneront as less as possible. Et du coup, si on en revient à ce que le politique a demandé récemment, finalement, aux citoyens, j'ai beaucoup aimé ce discours de Nicolas Hulot à l'Assemblée nationale, s'énervant et disant « je ne peux rien faire sans vous ». Et il disait ça à tous les députés, mais finalement, il disait ça à tous les Français.
Et donc il y avait un appel à un soulèvement et à une volonté commune. Donc cette volonté commune, comment générer cette volonté commune? Comment réveiller finalement à peu près tout le monde sur ces grandes thématiques qui peuvent nous faire vivre, si on les modifie le plus longtemps possible, ou qui peuvent potentiellement nous faire nous écrouler à petit feu. L'associativité n'est pas qu'un mot, elle s'illustre aujourd'hui dans le formidable développement des associations. Je dis souvent, on pensait que les années 60 étaient les grandes années de militantisme où tout le monde allait dans les associations. Il y avait 600 000 associations et se créaient 20 000 associations par an. Aujourd'hui, il y a 1 400 000 associations et il s'en crée plus de 70 000. Mais le problème là est qu'aujourd'hui, ce modèle, qui devrait être un modèle, disons, avec beaucoup plus de force, je rappelle que l'association est un des rares principes constitutionnels. On vient d'y ajouter l'environnement, pour faire le lien avec Hulot, mais que l'association est un principe constitutionnel, donc il est protégé par la... Il y a 3-4 principes constitutionnels dans notre Constitution, c'est très très peu. Et que la Constitution ne fait pas que l'association est constituante de la société. Aujourd'hui, il y a plutôt un message de détresse qui est envoyé par les associations parce que la question de ce qui ne relève pas de l'autonomie financière ou de ce qui ne relève pas des règles du marché a du souci à se faire. Mais en même temps, vous voyez, il y a du en même temps, voilà, dans le bon sens, c'est-à-dire il y a en même temps toute cette associativité qui est en train de se... dont les réseaux, je termine comme j'ai commencé, dont les réseaux, au fond, sont la métaphore même de cette associativité. Le problème, c'est comment ils peuvent aujourd'hui mieux intervenir dans la société, comme ils interviennent, là je m'adresse à vous, comme ils interviennent dans l'économie, parce que l'économie collaborative, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est servie de la société civile. Non, c'est pas une critique, hein. Mais elle s'est servie de la société civile pour produire de la richesse et en même temps donner une synergie à cette richesse pour proposer un produit collectif. Mais c'est quand même la société qui a produit cette richesse. Je pense qu'il faut qu'elle produise sa politique aussi. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Adrien.